Merci Valérie. Bienvenue dans le débat de France 24. La France pourrait perdre son triple A, un 20 sur 20, qui lui permet d'emprunter à faible taux sur les marchés. Seuls 17 pays dans le monde peuvent se targuer d'avoir une telle note. Peut-être plus pour longtemps pour la France, puisque l'agence de notation américaine Moody's l'a placée sous surveillance. Le verdict, ce sera en janvier. Les Français doivent-ils avoir peur? Notre pays s'enfonce-t-il dans la crise? Comment faire pour éviter de perdre ce triple A? Aujourd'hui, c'est l'avenir de la zone euro qui est un peu plus menacé. Avec nous ce soir, Élie Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, prof à Sciences Po, membre du Conseil d'analyse économique et auteur de Penser la crise, et c'est aux éditions Fayard. Christian Saint-Etienne, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à Paris-Dauphine, membre également du Conseil d'analyse économique, auteur de L'État et votre argent, les vrais enjeux de la fiscalité, également auteur de La fin de l'euro, et c'est chez la maison d'édition François Bourin. Benjamin Coria, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à Paris 13, coordinateur du livre 20 ans d'aveuglement, l'Europe au bord du gouffre, et vous êtes également le coprésident des économistes atterrés. Alors avant de commencer le débat, l'information est tombée lundi soir. Je vous le disais, l'agence de notation américaine Moody's met la France sous surveillance. Pourquoi? Tout de suite les explications. La France, à son tour, sous haute surveillance. L'avertissement vient de New York, de cette agence de notation, Moody's. Le triple A de Paris est menacé dans les 2 ans. Premier verdict dans 3 mois. Moody's estime que la solidité financière et économique du pays s'est affaiblie. En cause, sa forte dette, 82% du PIB, 1600 milliards d'euros. C'est presque autant que l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais beaucoup moins que l'Italie qui vient d'être dégradée. Mais en France, le gouvernement prépare un nouveau tour de vis budgétaire. C'est un niveau de dette qui est difficilement soutenable. Nous devons donc réduire les déficits. Le gouvernement vise les niches fiscales tout en protégeant la croissance. Mais problème, le budget en débat à l'Assemblée est calculé sur une prévision de croissance de 1,75% l'an prochain. Elle ne devrait pas dépasser les 1%. La stratégie française, aujourd'hui, nécessitera sûrement de nouveaux plans d'austérité budgétaire, mais avec un risque fort d'avoir à nouveau moins de croissance, voire même une récession. Et dans ce cas-là, il est possible que Moody's, même si on respecte nos engagements en termes budgétaires, dégrade la note de la France parce qu'il n'y a pas assez de croissance et une récession. Des efforts budgétaires sont donc prévus, mais l'avertissement de Moody's fragilise la France et jette de l'huile sur le feu. Élie Cohen, est-ce qu'on va perdre notre triple A? Je crois que c'est assez probable, parce qu'il y a une conjonction de faits qui va dans cette direction. Si vous voulez, le premier élément, c'est que d'abord, nous partons d'un niveau d'endettement élevé, c'est pas 82%, c'est 85%, et l'évolution a été une évolution continue depuis des années et des années, qu'on soit en phase haute du cycle ou en phase basse du cycle, on est habitué au déficit et on a accru continuellement la dette. Et puis ce qui s'est passé dans la période récente, c'est la conjonction de 3 phénomènes qui vont malheureusement dans le même sens. Le premier, c'est que la prévision de croissance sur laquelle est basé le budget est trop optimiste, ça vient d'être dit. Il va falloir réviser à la baisse cette prévision de croissance. On ne fera pas 1,75. Le consensus pour l'année prochaine est autour de 0,8. Si vous avez 1 point de croissance en moins, c'est un demi-point de PIB de moins de recettes budgétaires. Donc, ça veut dire que la situation devient plus difficile. Donc, ça veut dire qu'il va falloir prendre des mesures d'austérité supplémentaires, ce qui ne va pas favoriser non plus la croissance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en plus de ça, il va falloir financer des opérations de recapitalisation, parce que probablement de banques, parce que probablement l'un des résultats du sommet de ce week-end, c'est qu'on va décider collectivement qu'il faut recapitaliser les banques et d'un montant important. Les estimations données par le FMI, c'est 200 milliards. Donc ça veut dire... Pour l'Europe. Pour l'Europe, oui, pour l'ensemble de l'Europe, bien entendu. Ça veut dire que pour la France, ça fera 40 à 50 milliards. Donc c'est un enjeu financier majeur également. Et puis troisièmement, si vous voulez, la situation paradoxale, c'est que la France était considérée comme un pays très solide. C'est l'un des piliers du fameux fonds de stabilité européen. C'est donc la garantie française qui permet d'aider des États européens en difficulté. Or, on est à peu près persuadé qu'il faudra renforcer l'aide aux pays européens en difficulté. Donc, si vous additionnez ces 3 phénomènes-là, ça veut dire que la situation de la dette publique française se dégradera. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même
l'alarme qui a été sonnée par Moody's, les spreads de taux de la dette française par rapport à la dette allemande n'ont cessé de se dégrader depuis des mois. Pardonnez-moi, les spreads de taux? C'est les écarts de taux entre la dette à 10 ans de la France et de l'Allemagne. Si vous voulez, classiquement, c'était autour de 35 points il y a à peine 2 ou 3 mois. Aujourd'hui, c'est à 115 points. Donc, si vous voulez, l'évolution est très, très rapide. Et j'ai eu la curiosité de vérifier où en était l'Italie il y a un an. L'Italie était à peu près dans cette situation il y a un an. Ça veut dire que à partir du moment où vous commencez à entrer dans un cycle de dégradation, eh bien, les phénomènes peuvent aller très très vite. Aujourd'hui, la France est dans la situation dans laquelle l'Italie était il y a un an. Or, aujourd'hui, on se pose des questions sur la solvabilité de l'Italie. C'est impensable pour la France, parce que la France a tout à fait la capacité de rembourser sa dette, de continuer à s'endetter. Mais c'est pour vous montrer comment évoluent rapidement les facteurs de marché. Et je dis ça pour qu'on ne fasse pas une focalisation excessive sur les agences de notation. L'agence de notation vient constater des évolutions qui sont déjà là. Si vous voulez, elle plante un drapeau sur une évolution qui est déjà... C'est un signal d'alarme. C'est un signal d'alarme, mais sur une dégradation qui est plus ancienne et plus progressive. Christian Saint-Etienne, est-ce que vous partagez l'analyse d'Eli Cohen? Oui, on va perdre notre triple A. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y a un risque sérieux. Enfin, un risque très sérieux à vous entendre en tout cas. Oui, il y a un risque très sérieux de perdre notre triple A. Et voilà, il ne faut pas taper finalement sur les agences de notation puisqu'elles nous alarment du danger qui nous guette. Alors, dans les 2 points soutenus par Eli, le deuxième, je suis d'accord, c'est pas la peine de tirer sur l'ambulance. En revanche, sur le premier, alors il a raison de dire qu'il y a un risque certain, mais ce que je défendrais, c'est qu'il est évitable, mais qu'à trop tarder, on augmente ce risque. Enfin, moi, j'avais déjà soutenu début septembre la nécessité de recapitaliser les banques. À cette époque-là, on pouvait certainement faire une opération d'une 15aine de milliards d'euros qui aurait bloqué la spéculation en cours sur les banques françaises. Il y a un mécanisme qui n'est pas compris par le gouvernement ni par la haute administration française, c'est que la spéculation est autoréalisatrice. Que ce soit pour les banques comme pour les États, à partir du moment où vous avez une perte de confiance, eh bien, les anticipations de dégradation s'autoréalisent. Si vous prenez les banques, c'est des boîtes noires qui empruntent massivement pour reprêter. À partir du moment où on dit qu'elles sont en danger, ceux qui prêtent ne veulent plus prêter. Et donc, vous autoréalisez la prédiction de faillite. Et pour les États, c'est la même chose. La France est endettée à hauteur de 70% auprès de fonds étrangers. Donc si les fonds étrangers, à un moment donné, ont des doutes sur la stabilité et la solidité de la France, on arrête de prêter. Le premier indice, c'est l'ouverture des primes de risque. Et ensuite, ça devient autoréalisateur. Pourquoi? Parce que le coût d'emprunt devient de plus en plus élevé, donc ça contribue à l'aggravation du déficit. Et donc, mais là, quand à vous entendre, il y a une vraie responsabilité des politiques bien sûr, qui n'ont pas pris les bonnes décisions. En tout cas, pas assez vite. Non, ça, moi, si je peux dire un mot. Oui, allez-y. Je peux dire un mot. Bon, d'abord, moi, je voudrais dire que je partage le point de vue que le triple A est menacé et qu'il y a d'excellentes raisons pour ça. Maintenant, je ne qualifierai pas les agences de notation d'ambulance, je les qualifierai de pyromanes. Parce que, bien sûr, elles envoient des signaux, mais elles envoient des signaux sur des critères très précis et sur des temps qui sont ceux des marchés financiers et qui sont des temps totalement incompatibles avec ceux de l'économie proprement dit. À quoi jouent les agences de notation et donc derrière elles les marchés? Moi, je voudrais quand même juste rappeler que si nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, bien, c'est parce qu'on est sorti des subprimes grâce à une dépense publique immense qu'il a fallu faire pour les banques, pour relancer, etc. Et c'est cette solution qui, aujourd'hui, est attaquée par les marchés financiers. Alors, il fallait faire quoi? Il fallait laisser tout crouler? Bon, donc, comment dire, oui, bien sûr, les agences de notation, elles envoient des signaux, mais elles envoient des signaux qui ne sont pas compatibles avec le temps de la politique et qui ne sont pas compatibles avec le temps de la sortie de crise. Donc, ce n'est pas des ambulances, c'est les pyromanes, on a un vrai problème. Et je m'élève, dernier point, je m'élève absolument en faux contre l'idée que c'est les politiques qui ne font pas leur boulot.
Pour partie, dans un certain nombre de cas, oui, c'est absolument vrai. Qu'est-ce qui a été fait, par exemple, du côté de la France ou de l'Allemagne? Attendez, il a été fait... Il y a eu moult sommets et il y a eu de grandes déclarations, mais rien dans les faits. Je ne vais pas me mettre à défendre des choses que je ne défendrai pas, mais j'ai en tête une chose bien précise, qui est la mise en place du FESF. Le FESF était un instrument on dit pour nos téléspectateurs, hein, c'est ce fonds... Le fonds de soutien, bien. À peine mis en place, on n'a pas laissé le temps au Parlement de se réunir, hein, et on a eu cette surspéculation de nouveau féroce des marchés financiers. Donc je suis tout à fait désolé, mais ça ne peut pas se régler en un quart d'heure. Et même s'il y a un problème des politiques, il y a un temps, je répète, il y a un temps de la remise en ordre, il y a un temps de la sortie de la crise qui n'est pas celui... Quand on écoute Christian Saint-Etienne, on aurait peut-être pu prendre des mesures, en tout cas en septembre, en recapitalisant les banques déjà de 15 milliards d'euros, de sorte de leur redonner une certaine solidité. Au mois de mai, j'ai dit qu'il fallait restructurer la dette grecque. D'au moins 50%. Et l'opinion de ceux qui représentaient les marchés financiers était comment? C'est une folie, c'est de la contagion. On aurait fait ça au mois de mai. Oui, mais les politiques aussi là, ont une responsabilité, parce qu'en l'occurrence, les politiques auraient aussi pu... Franchement, je crois qu'il ne faut pas qu'on accorde trop d'importance aux agences de notation, c'est leur faire trop d'honneur. Pour plusieurs raisons. Non, mais j'exprime mon point de vue. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la capacité d'aveuglement des agences de notation, elle est connue, elle est notoire, on l'a tous documenté, on l'a tous écrit depuis très longtemps. Je vous rappelle simplement... Non, mais attendez, je vous rappelle simplement un détail. Et ça, je crois que ça ne te fera pas plaisir. Pendant 10 ans, les agences de notation ont signé toutes les déclarations politiques faites par les autorités européennes. Les autorités européennes disaient que les économies allaient converger, qu'il n'y avait plus de facteurs de risque sur les dettes des différents pays. On a estimé, et les agences de notation ont estimé à la suite des gouvernements, que la dette grecque était aussi solide que la dette allemande. C'était une absurdité. Donc qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que la capacité d'aveuglement des agences de notation, elle est du même type que la capacité d'aveuglement des autorités politiques et de tout le monde. Donc si vous voulez faire un procès systématique aux agences de notation, c'est passer à côté de la plaque. Quel est le vrai problème? Le vrai problème, peut-être qu'on va rentrer dans le fond, c'est que la construction européenne, telle qu'on l'a faite depuis 10 ans, comporte, et ça s'est révélé à l'expérience, un certain nombre de défauts. Alors, ces défauts, on les avait identifiés depuis très longtemps. Simplement, on avait fait le pari que l'intégration économique et politique se développant, on allait corriger progressivement ces défauts. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors que les défauts du système et que les écarts économiques se creusaient, comme ça a été dit, entre les pays du Nord et du Sud de l'Europe, au lieu d'avancer davantage dans l'intégration européenne, on a connu une grande panne dans l'intégration européenne, notamment avec les échecs successifs de la Convention, de Lisbonne, etc. Et c'est ça qui est à la source des problèmes. Et vraiment, s'attaquer aux agences de notation, c'est s'attaquer à un épiphénomène. Le vrai problème, c'est que la dégradation économique est réelle. Oui, mais en revanche, Elie Cohen, on peut s'attaquer peut-être aux politiques qui ont été menées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réduction des déficits, des politiques de dépenses. Vous avez tout à fait raison. Au cœur de l'été, vous avez raison de signaler ce point, au cœur de l'été, quand on s'est rendu compte que les hypothèses de prévision de croissance de la France en particulier... étaient revues à la baisse encore qui était qu'on allait faire 2,5% de croissance en 2012, 2013, 2014, et que c'est sur cette base-là qu'on avait calculé la trajectoire de réduction des déficits, on savait à l'été 2011 que c'était totalement érodé. Et aujourd'hui, on est au prévision de croissance de 1,75%. Et le plan qu'on a mis en place, les fameux 11 milliards d'économies qu'on a faites, n'était pas à la hauteur de la situation. Donc vous avez raison, les hommes politiques ont toujours un temps de retard. Pour compléter ce qui est dit, il y a quand même un problème fondamental qu'on évoquera quand on en viendra à l'euro. Mais c'est qu'au moment où on a créé l'euro, on ne l'a pas doté des capacités de se développer sur le long terme. Si vous regardez la situation aux États-Unis, vous avez 50 États aux États-Unis, il y en a 17 dans la zone euro. Vous avez à l'intérieur des États-Unis, parmi les 50 États américains, l'équivalent de nos Allemagnes, de nos Grèces, de nos Italies. Qui plus est, au XXe siècle, les États-Unis ont connu 2 guerres mondiales. Au XXIe siècle, 2 crises majeures. Comment tout ça a tenu? Parce qu'il y a un État fédéral et un budget fédéral. Donc nous, on a fait l'euro sans État fédéral et sans budget fédéral. À cela se rajoute le fait qu'au même moment où on entrait dans l'euro, le Nord, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, a choisi des politiques industrielles exportatrices qui produisent des excédents extérieurs. Et nous avons mené une politique tirée par la demande. En France, demande publique, en Espagne, demande privée. Mais dans les deux cas, ça produit des déficits extérieurs massifs.
tant que les marchés pensaient que tout cela allait se régler sur la durée, on a eu une convergence suicidaire des taux parce que les gens se sont mis dans un confort dangereux. Et maintenant, ce qu'on observe, c'est une brutale divergence des perceptions, mais qui est fondée sur la réalité. C'est-à-dire qu'on observe que l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche ont des excédents récurrents de 4 points de PIB, de balance courante, et le Sud, des déficits récurrents de même ampleur. Ah non, et donc, 10 points de PIB dans le cas des pays du Sud. Non, non, mais France... si tu regardes la Grèce... non, mais je parle France, Italie, Espagne. Ah oui. Non, je laisse la Grèce en dehors, parce que la Grèce, ce n'est que 2% de la zone euro. C'est pas la Grèce n'a fait que révéler la crise entre le nord et le sud de la zone euro, c'est-à-dire entre les trois pays. Il y a une divergence des performances énorme entre Allemagne, Pays-Bas, Autriche d'un côté et France, Italie, Espagne de l'autre. Et c'est ça le cœur de la crise de la zone euro. Benjamin Correa. Oui, je me réjouis qu'on vienne au cœur des choses et je me réjouis d'entendre qu'il y a des défauts de construction dans la zone euro parce qu'on a, en particulier autour de la campagne sur le référendum européen, on a été un certain nombre à insister très fort sur le fait que cette Europe-là n'était pas viable et qu'il y avait un défaut de construction de cette zone euro. Bon, il se trouve qu'on a été majoritaire du point de vue des votes des Français, mais certainement pas dans l'opinion des économistes. Donc, bienvenue aux derniers arrivés sur les défauts de construction. Je voudrais finir. Vous insistiez-vous sur la concurrence libre et non faussée. Vous aviez une problématique qui était complètement à côté de la plaque. On ne va pas refaire ce débat-là. Vous aviez tort sur ce débat-là. Ah oui, c'est une affaire bien entendue. Et aujourd'hui que la zone euro... Je croyais qu'on allait débattre entre économistes. Il faut savoir que cette divergence entre le Nord et le Sud, c'est une divergence qui est bien documentée. Non, mais comme tu fais une attaque, j'y réponds. Non, absolument pas. Cette division entre le Nord et le Sud de l'Europe est très bien documentée. Et d'ailleurs, entre économistes, c'est ce qu'on appelle l'effet Krugman. Krugman avait expliqué il y a 10 ans que quand on crée dans un marché unique, avec une monnaie unique, quand on crée un système de ce type, il y a des divergences de spécialisation. C'est pour ça qu'il faut un budget pour tenir les choses ensemble. Mais bien entendu, tout ça, c'est parfaitement trivial. On laisse terminer et on fera une pause. On n'a probablement pas les mêmes évidences et pas les mêmes trivialités. Donc je poursuis. Il y a des défauts manifestes de construction de la zone euro et je suis tout à fait content d'entendre qu'on est d'accord sur ce point. Bien, j'enregistre. Deuxième point, quels sont ces défauts de construction ? Parce que c'est là qu'on va peut-être arriver à la vraie discussion. On peut considérer que c'est un manque de fédéralisme, et je pense qu'on sera tout à fait d'accord là-dessus, c'est-à-dire sur le fait qu'on a fabriqué une monnaie unique entre des pays qui ont des économies extrêmement disparates et de surcroît, qui ont suivi des trajectoires tout à fait différentes. Mais je pense que la vraie question à laquelle on est confronté, et là on arrive au fond du fond, c'est d'avoir construit une Europe dans laquelle on a mis les dettes publiques entre les mains des marchés financiers et exclusivement entre les mains des marchés financiers. Et tout en découle. Tout en découle. Ah ben ça c'est ton point de vue, Élie. Ça, c'est ton point de vue, Élie. C'est factuellement faux. Comment c'est factuellement faux ? Je vais le montrer dans 2 minutes. Alors on va faire une pause. On va faire une pause de quelques minutes et on va reposer la question si les dettes publiques sont aujourd'hui entre les mains des marchés financiers. Benjamin Correa dit que ça va être vite fait. On entendra la réponse d'Elie Cohen et de Christian Saint-Etienne. A tout de suite pour la suite de ce débat plutôt animé ce soir sur la crise économique qui secoue la zone euro.